La résidence principale, je pense qu'il faut le voir dans une optique d'investissement. Ma crainte, ça a toujours été de me fâcher avec ma famille pour des histoires de business. On n'a pas vu le jour, en fait, pendant 2 ans. Entre les bébés, le boulot et les appartes. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. Quand on me demande ce que c'est un investisseur 4.0, je réponds déjà que c'est pas forcément un quarantenaire, les gens sont toujours un peu étonnés, mais surtout une personne qui envisage la construction de son patrimoine de façon raisonnée, méthodique, au milieu des contraintes de temps liées à une vie de famille, un boulot ou une activité exercée en parallèle. Si on garde cette définition, il y a peu de parcours qui illustrent aussi bien la vie d'un investisseur 4.0 que celui d'Isis, que je te propose d'écouter aujourd'hui. Après une carrière toute tracée à l'international et la trentaine passée, Isis retourne chez elle en Auvergne pour reprendre l'affaire familiale. Elle connaît alors un changement de vie radical qui voit se télescoper des décisions managériales, le démarrage d'une famille de 3 enfants et une volonté farouche de construire rapidement un patrimoine immobilier. 7 ans plus tard, elle est à la tête d'un parc immobilier locatif de 60 lots qu'elle gère en direct. Elle investit en famille avec sa sœur et son mari et multiplie les projets immobiliers d'achat-revente de plus grande envergure. Elle trouve un équilibre optimal entre entrepreneuriat et vie de famille. Elle accompagne aujourd'hui des investisseurs débutants en tant que coach pour Greenball Campus et raconte les coulisses de ses investissements via un compte Instagram que je te conseille de suivre. Alors qu'est-ce qui s'est passé et surtout comment tout ça s'est organisé ? Car comme tu l'imagines, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. C'est ce qu'on va voir au cours de notre conversation dans laquelle Isis partage les étapes de son parcours dans l'immobilier locatif de 0 à 60 lots. Le démarrage, la méthode, les phases d'investissement, le mindset aussi qu'il faut pour se lancer à 33 ans et au démarrage d'une famille de 3 enfants. Sa méthode pour gérer avec sa sœur près de 120 lots en direct. Ses astuces d'organisation pour arriver à concilier vie de famille et immobilier. Que tu sois au début de ton parcours d'investisseur immobilier ou plus avancé, tu trouveras, je pense, beaucoup d'inspiration dans cet épisode. Le parfait remède anti-procrastination que je te conseille de sauvegarder pour le réécouter dans les moments de fatigue ou de doute. Et avant de commencer, un petit mot de remerciement à Renran199 pour son commentaire 5 étoiles inspirant sur Apple Podcasts cette semaine. Si toi aussi tu apprécies ce podcast, n'hésite pas à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify, ça lui donne de la visibilité. Tu peux aussi le soutenir en t'abonnant ou en parlant autour de toi ou sur les réseaux sociaux et tu peux me taguer d'ailleurs au passage. Allez, sur ce, on plonge dans notre conversation inspirante avec Isis. C'est parti. Hello Isis, bienvenue chez les investisseurs 4.0. Bonjour Paco, merci de ton invitation. Merci beaucoup à toi d'être là. Je suis très content de te recevoir. Je suis assez inspiré par ton parcours depuis un moment que je te suis et donc ça me fait vraiment plaisir que tu sois là pour nous en parler un petit peu et inspirer un peu les gens qui sont de l'autre côté du micro, enfin du poste. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui te connaissent peut-être pas encore? Oui, bien sûr. Alors donc je m'appelle Isis, j'ai 39 ans, je suis l'heureuse maman de 3 enfants qui ont respectivement 4 ans, 6 ans et 16 ans. Et aujourd'hui, j'ai la chance du coup d'être totalement dans ce qui me passionne, c'est-à-dire l'immobilier. Donc je suis investisseur immobilier, j'en fais beaucoup dans le locatif notamment. Je suis aussi entrepreneur, je fais du marchand de biens en association principalement. Et puis je suis aussi coach dans l'Académie des investisseurs rentables, donc la formation de Yann Darwin, donc coach sur le locatif depuis plus de 2 ans et demi maintenant. Et c'est très très intéressant de voir du coup évoluer les différentes personnes et puis aussi du coup d'évoluer de mon côté également. C'est cool, il y a plein de choses, il y a plein de choses du coup dans ton activité. On sent que ça s'est multiplié un petit peu. Je voulais que tu nous emmènes peut-être du coup dans la genèse de tout ça en fait, sur ton parcours immobilier qui a un petit peu commencé tout ça. Comment ton parcours professionnel même a commencé, tu vois, comment tu t'es orienté dans ta carrière et après à quel moment en fait l'immobilier est venu choquer un petit peu tout ça. Oui, d'accord. Du coup, mon parcours professionnel, donc en gros, je suis issue d'une famille d'entrepreneurs. Donc mon père était chef d'entreprise, mon grand-père était chef d'entreprise aussi, donc je pense qu'on a un peu ça dans le sang depuis longtemps. Et puis donc moi rapidement à l'âge de 14 ans, je bossais en famille, on était dans la grande distribution, donc c'est des métiers assez physiques et assez intéressants aussi. Donc je bosse depuis toute petite. Et puis en fait, mon père m'a toujours dit, si un jour tu veux monter ta boîte, va d'abord bosser 5 ans ailleurs, dans des grands groupes, et puis ensuite tu monteras ta société. Donc c'est toujours resté un petit peu dans un coin de ma tête. Donc j'ai fait un parcours assez classique. En fait, j'ai eu un bac éco. J'étais pas forcément la meilleure de ma classe, mais j'étais pas non plus la plus nulle.
Et j'étais surtout intéressée par tout ce qui était économie sociale. Et puis voilà, j'étais bonne dans les matières du coup qui m'intéressaient. Et naturellement, je me suis orientée vers une prépa qui m'a donné accès du coup aux écoles de commerce. J'ai fait l'école de commerce de Clermont, où là, je me suis spécialisée dans les achats. Et à l'époque, c'était pas un métier qui était très répandu, parce qu'on parlait beaucoup de finance, de marketing, tout ça, et les achats c'était assez peu connu. Et c'est au travers d'un stage du coup que j'ai découvert ça, notamment en Espagne chez Bata. Donc à l'époque, j'étais assistante acheteuse pour de la maroquinerie en Espagne. Et je me suis dit, ok, ça me plaît bien, on peut voyager, on peut apprendre plein de choses, et on est vraiment au cœur du système du coup d'un business, à savoir acheter des choses pour ensuite faire une marge et la revendre. Donc rapidement, j'ai compris l'intérêt de ce métier. Et puis donc ensuite, après l'école de commerce, je me suis spécialisée donc avec un master, le MAI à Bordeaux, qui est le master spécialisé en achat international. Et j'ai eu la chance d'être embauchée à 24 ou 25 ans aux États-Unis, dans une boîte qui s'appelle Reckitt Benckiser, et là-bas j'étais acheteuse packaging, donc j'achetais du carton et du verre principalement. Et donc c'était très inspirant pour moi d'être dans un environnement du coup très anglophone américain, qui est très différent de la France, et du coup de découvrir un univers voilà qui est totalement différent tant en termes de culture que d'entreprise. Donc c'était une vraie chance pour moi de partir voilà aussi jeune, je dirais, aux États-Unis, même si j'ai été partie avant en Espagne voilà pour bosser et tout ça, et notamment j'avais fait un Erasmus aussi aux Pays-Bas, mais les États-Unis ça a été la grosse claque clairement, parce que tout est différent. Donc j'ai eu la chance de bosser là-bas pendant pas mal de temps. Ensuite je suis rentrée en France, pareil dans les achats, donc en gros j'ai bossé dans les achats de 25 à 30 ans. Donc je rentre en France, je crois que j'ai 27 ans, donc au bout de un peu plus de 2 ans. Sur la partie, excuse-moi de te couper, sur la partie US, t'as commencé ta carrière finalement dans l'achat international là-bas. T'as fait combien d'années? Je suis restée plus d'un an et demi aux États-Unis, et ensuite je suis rentrée en France parce que alors ça me plaisait beaucoup. Mais au bout d'un moment, il y avait les contraintes, tout ce qui est décalage horaire. Il y a quand même 8 heures, et c'est vrai que je suis quand même quelqu'un de très proche de ma famille, et j'avais besoin au bout d'un moment de revenir en France. On avait 15 jours de vacances par an, donc si tu veux, c'était très court. Et autant je voyageais beaucoup de par le métier, autant j'avais très peu l'occasion de rentrer en France, et donc je suis rentrée juste pour Noël, et puis ça a été un petit peu voilà le moment en fait de rentrer au bout d'un an et demi, de me dire ok, il faut que je reprenne un boulot sur Paris. Donc j'ai été embauchée par une entreprise américaine qui s'appelle Poolcorp, et je gérais du coup les achats Europe, avec donc une entreprise, enfin avec toute une équipe. Donc je m'occupais des achats. On avait la directrice du coup Europe, qui elle était vraiment la numéro 1 si tu veux. On avait aussi le directeur financier, et on était une petite équipe de 10 personnes qui gérions 7 pays du coup sur l'Europe, et c'était super parce que j'ai pu aussi voyager tout en étant beaucoup plus proche de ma famille. Sauf qu'en même temps, j'avais un petit chéri, on va dire, qui était américain, et donc je repartais quand même, voilà, pendant 4 ans. On a quand même fait les choses un peu à distance et tout ça. Donc je lui ai demandé au bout d'un moment de me faire muter à Londres. Et comme on avait une filiale à Londres, elle m'a dit ok, tu peux partir à Londres. Et donc j'ai beaucoup voyagé encore pendant cette période-là. Mon petit ami de l'époque s'est fait muter aussi américain à Londres, donc on a pu avoir un pied à terre là-bas pendant 1 an et demi. Et du coup, j'ai pu vivre l'aventure, on va dire, londonienne. Et finalement, en 5 ans, j'ai fait Paris, New York et Londres dans ce métier d'acheteur. Donc c'était une très belle expérience. Ça fait un peu rêver, ouais. Ça semble effectivement une belle carrière, enfin en ligne avec ce que tu avais envisagé en faisant ces études, etc. Être exposé à l'international et tout ça. Et alors du coup, on se dit voilà, enfin la carrière est bien en ligne avec ce que tu voulais faire. C'est cool, tu vois, tu vis la vie que tu voulais vivre. En plus, tu reviens un petit peu, tu reviens en France au bout d'un moment pour la famille. Comment en fait l'IMO est arrivé là-dedans? Oui. Alors, du coup, pendant ces 5 ans, je voyage beaucoup et j'ai pas de temps, clairement, pour l'immobilier. Et je pense honnêtement qu'il y a des métiers qui sont plus compatibles que d'autres pour l'investissement immobilier. Par exemple, si tout ce qui est profession libérale, on en parlait hier avec Mickaël, que tu as reçu du coup sur le podcast. Lui, il est par exemple infirmier libéral. Il a la possibilité de faire son chiffre d'affaires comme il le souhaite, enfin de
moyenniser son chiffre d'affaires, de gérer son planning et tout ça. Donc, je pense et à côté de ça, il peut faire de l'immobilier. Donc, il y a des métiers qui sont plus compatibles avec l'immobilier que d'autres. Et moi, à ce moment-là, je suis pas compatible avec ça. J'ai eu la chance de lire un livre dans un de mes nombreux trajets, notamment pour faire Paris-New York. C'était le bouquin d'Élise Frank, Comment je suis devenue rentière en 4 ans, je crois. Et elle commence à planter des graines en fait dans mon cerveau en me disant ça me plairait bien de faire l'immobilier. Mais à ce moment-là, je commence à faire un peu des visites sur Paris, mais j'ai pas le temps de vraiment me poser ni de me former et tout ça. À cette époque-là, je vis à Londres, donc avec mon conjoint de l'époque, et mon père m'appelle et me dit voilà Isis, est-ce que ça te tenterait de reprendre la société familiale? Donc à l'époque, on est sur un hypermarché, donc en Auvergne, grande distribution, donc beaucoup de collaborateurs à gérer et tout ça. Et j'ai 30 ans et je me dis, est-ce que je continue ma carrière toute tracée avec mon Américain avec qui ça se passait très bien, ou est-ce que je fais le pari de me dire, je deviens mon propre patron avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire les responsabilités, la liberté, mais les responsabilités, des challenges, tout un tas de choses. Et en fait, à l'époque, mon papa est malade, il a plusieurs cancers. Donc, je pense que ça a aussi penché dans la balance le fait de me dire, ok, il y a aussi ce devoir familial de peut-être rentrer. Et je réfléchis longuement et je me dis, ok, je rentre. Donc, j'abandonne un peu ma vie de londonienne entre Paris et Londres pour rentrer en Auvergne. Et alors là, je te dépeins le cliché de la trentenaire comme dans les films, à savoir que du coup, je perds mon couple. Donc mon américain de l'époque me dit clairement que voilà, il veut pas être en France, ce que je peux comprendre parce que c'est pareil, il est très famille et puis voilà. Donc à un moment donné, voilà, il faut que tout colle aussi dans les couples. Et donc je me retrouve dans le sous-sol de chez ma sœur avec 2 chats que j'ai récupérés entre-temps, célibataire, et à du coup reprendre totalement un métier qui ne m'est pas inconnu parce que j'en ai fait quand j'étais plus jeune, mais à repartir de zéro, quoi, clairement, repartir de zéro. Et par-dessus le marché, on va dire, dans la grande distribution, pour bien comprendre comment ça fonctionne, on a cette habitude de passer par tous les rayons. Et donc, en gros, je me lève à 4 heures du matin pour être à 5 heures du matin pour mettre en rayon pendant 6 mois et passer par tous les départements de l'Inter. Enfin, c'était un Intermarché du coup. Et au bout de 6 mois, je reprends la direction. Mais c'est vrai que ce changement radical de vie a été un sacré pari, on va dire, sur l'avenir, parce que je me suis posé ces questions. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Aujourd'hui, je le regrette pas. Mais c'est vrai que c'est quand même je pense que c'est peut-être la crise de la trentaine. Alors, je sais pas si j'ai des idées de ce que je vais pondre à 40, mais pour l'instant, voilà, à 30 ans, c'était ça. Et donc, l'immobilier n'intervient toujours pas à ce moment-là parce que en bossant, pareil, au début, énormément, j'ai pas le temps. Sauf que, donc, je suis chez ma sœur pendant 8 mois et je me dis, il faut que je trouve une résidence principale. Maintenant, je suis posée. J'ai un métier qui est beaucoup plus sédentaire. Je suis là pour plusieurs années, c'est sûr. Donc, je vais trouver une résidence principale. Et là, du coup, mon premier achat, ça va être ma résidence principale. Donc, je fais beaucoup de visites. Je suis pas formée en immobilier, mais j'ai cette formation d'acheteur. Et donc, du coup, je me dis, il faut que je trouve un bien qui ait du potentiel, qui soit en dessous de la valeur du marché. Enfin, voilà. Et donc, je fais tout un tas de visites. Et puis, je trouve une maison qui est trop chère. Je vais la visiter quand même. À l'époque, elle est à 340 000 euros. Et donc je regarde un petit peu le contexte. Bon, c'était un couple d'anciens qui avait envie de vendre la maison parce que voilà, il y avait des escaliers, ils avaient envie aussi de je pense payer une partie de la maison de retraite, tout ça. Et à l'époque, j'ose même pas faire d'offre parce que je me dis que la maison est beaucoup trop chère et que ça sert à rien de faire une offre, voilà. Donc je continue mes visites et se passe 18 mois entre le temps où je fais cette première visite de cette maison et puis le temps où j'y repasse. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, mon oncle habite juste à côté. Et donc, je vais le voir de temps en temps et de temps en temps, je vois un petit peu comment la maison évolue. Et puis un jour, je regarde plus précisément et je vois qu'il y a toujours ce panneau à vendre avec le 06 de la personne de l'agent IMO qui le commercialisait. Et là, je vois que les volets sont fermés. Je vois que la végétation a quand même beaucoup poussé dans le jardin. Et je me dis, il s'est passé un truc. Donc, j'appelle. Mais avant d'appeler, je regarde si la maison est en ligne ou pas, et je la vois sur 0 support de Le Bon Coin, Se Loger, je la vois nulle part. Et c'était une agent IMO indépendante, donc là je me rends compte que potentiellement si elle est à vendre, je suis la seule plus ou moins qui le sait.
Donc je l'appelle et puis je lui dis, je prends un petit peu des nouvelles et je lui dis voilà, j'avais visité il y a quelques temps, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Donc là, elle m'explique que le monsieur est décédé et que la maman va en maison de retraite et donc du coup ils sont en train de faire la succession. Et elle me dit du coup le prix est à 250 000 euros. Donc rien qu'en patientant, on est passé d'une maison à 340 000 euros à 250 000 euros, sachant qu'elle était dans son jus. Hein, donc il y a quand même il fallait quand même se projeter. Hein. Donc 250 000. Donc je dis très bien, ok. Donc je la revisite. Et puis je me dis ok, bon, je vais y aller au culot. Et là je me rappelais toujours. Donc c'était mon premier investissement parce qu'une résidence principale, je pense qu'il faut la penser comme un premier investissement. Je suis à Paris, je suis en train de me former notamment sur la grande distrib et je me rappellerai toujours, j'étais dans cette chambre d'hôtel et donc j'appelle l'agent IMO et je lui dis voilà, moi je vous en propose 200 000, je peux pas aller au-dessus, je suis désolée. Donc j'explique voilà par rapport à la banque, par rapport à plein de choses, il y a quand même beaucoup de travaux, tout ça, donc j'argumente bien sûr mon offre. Elle me rappelle le lendemain, elle me dit écoutez, on peut descendre qu'à 210 000. Donc déjà, on avait fait quand même une grosse marge de négo. Et puis, et je la rappelle, je lui dis écoutez, voilà, mon dernier prix, ma dernière offre, c'est 202 000. Vraiment, je peux pas aller au-dessus. Et donc, elle me dit banco. Donc, j'ai une maison à 202 000. Je sais qu'elle a un potentiel quand même assez important. Il y a des travaux, mais elle est à 7 minutes en voiture du magasin. Et comme je sais que j'ai des astreintes de nuit à faire, donc c'est-à-dire qu'on t'appelle la nuit pour aller voir les problèmes de froid ou d'intrusion et tout ça, je sais que pour moi, voilà, le fait d'être à côté du magasin et d'avoir ce bien qui a un potentiel de fou, c'est intéressant. Donc j'achète ma première résidence, ma première résidence principale. J'ai quoi, 32 ou 33 ans, je pense, 32 ans. On fait des travaux. Et puis, je l'ai revendu il y a 2 ans. Donc, c'est un bien qu'on a revendu 420 000 euros. Donc, on a pu encaisser une jolie plus-value. Et j'en parle de la résidence principale. Alors, attention, je vais mettre des gros warnings sur la résidence principale parce que on est sur un podcast d'investisseurs. Je pense que on peut faire les deux, à savoir la résidence principale et du locatif. À partir du moment où vous trouvez donc, en fait, où vous vous mettez vraiment dans la posture d'investisseur pour votre résidence principale, dans le sens où il faut qu'il y ait du potentiel, il faut qu'il y ait des travaux, il faut qu'il y ait que vous l'achetiez bien sûr en dessous du prix du marché et que vous la revendiez à un moment donné. Mais attention, ne pas la revendre de manière compulsive, c'est-à-dire de faire du marchand de biens déguisé, parce que dans tous les cas, on peut se faire retoquer par tout ça. Donc moi, la première résidence principale, on l'a gardée 5 ans. On a eu un changement de vie, donc on a pu encaisser une jolie plus-value. Là, on est sur notre deuxième résidence principale. Ça fait 3 ans qu'on l'a achetée. Je pense qu'on va l'arbitrer cette année. Mais pareil, cette résidence principale, c'est une maison des années 30 qu'on a refait entièrement. Il y avait un potentiel de fou. Donc voilà, la résidence principale, je pense qu'il faut le voir dans une optique d'investissement et surtout ne pas s'endetter. Oui, pardon, je t'ai coupé, mais surtout ne pas s'endetter au maximum de ses capacités d'endettement, parce que sinon, ça vous coupe l'herbe sous le pied pour faire du locatif. Donc, par exemple, si vous pouvez vous endetter, moi, je sais pas, on peut s'endetter jusqu'à 35%. Peut-être se dire, je vais acheter une résidence principale, je vais m'endetter à hauteur de 15-20%, voire un tout petit peu plus, pour derrière faire du locatif. Les deux ne sont pas incompatibles. Oui, non, c'est intéressant. Je voulais savoir quand t'as acheté ce premier bien, est-ce que tu étais déjà en mode investissement, tu t'étais formé, tu avais une stratégie pour développer le parc IMO, ou comme pour beaucoup de gens, y compris moi en fait. Non, moi c'est différent, Marc, mais pour beaucoup de gens qui achètent un bien pour y loger, et c'est ça qui entraîne chez eux le déclic de ah bah en fait je pourrais le faire de manière plus pour en faire un investissement plutôt qu'un lieu de vie, même si en lieu de vie bah déjà c'est bien parce que tu fais pas des loyers, mais tu capitalises sur ce que tu payes. Ouais, je pense que honnêtement ma formation d'acheteur m'a totalement formaté sur le fait de me dire il faut que tu achètes bien. Donc j'étais pas en mode je vais acheter beaucoup d'immobilier à l'époque. Je pense que ça commençait à se mettre gentiment dans ma tête, mais j'avais tellement de projets à côté que j'avais pas encore ce déclic de me dire ok, maintenant on va faire que du locatif. Je m'étais dit il me faut une résidence principale avec une plus-value latente pour constituer du capital, mais il me faut aussi je me suis pas dit il me faut de la capacité d'endettement pour faire du locatif. À ce moment-là, je me suis dit je veux pas aller au-dessus de mes moyens. Je veux commencer par quelque chose de simple. Et je veux pas, je voulais acheter quelque chose qui soit fonctionnel, et je suis pas allée au taquet de mon endettement. Quand on m'a dit voilà, t'as un budget, je sais pas moi, de X milliers d'euros, tout de suite je me suis pas dit je vais regarder sur le Bon Coin, qu'est-ce que je peux m'offrir. Et je pense que c'est l'erreur malheureusement de beaucoup de personnes, c'est-à-dire de se dire ok, j'ai un budget de temps, donc je peux regarder les biens qui correspondent à ce budget. Mais je pense qu'au contraire, en plus à l'époque je venais juste de me remettre en couple, donc voilà, j'avais pas non plus une famille nombreuse comme aujourd'hui.
mais je m'étais dit, ok, il faut pas que j'aille voir au maximum de ce que je peux emprunter. Si je peux trouver bien moins cher, il faut y aller, quoi. Donc t'as un petit peu, oui, finalement t'as mis pas mal d'apports. Si tu dis que t'étais sur l'endettement 20-30%, en fait, l'apport que t'avais généré avec ton salariat. Non, non, j'ai pas mis beaucoup d'apports. J'étais non. Pour la résidence principale, non, on n'a pas mis. Enfin, je sais plus exactement, mais je pense pas qu'on ait mis beaucoup d'apports. Ça t'a pas handicapé par rapport à ta remarque de tout à l'heure, ça t'a pas handicapé sur la suite, le fait d'avoir de l'endettement sur ce bien-là, quoi. Non, parce qu'en fait, donc j'ai emprunté effectivement 202 000 euros. Alors si, j'ai dû payer, je pense, une partie des travaux en cash, du coup, enfin en apport, comme tu pourrais le dire. Je crois que j'avais emprunté 250 000 hein, de mémoire sur ma résidence principale. Mais à l'époque, bon, j'avais un salaire qui était je sais pas, je devais être à 3 000 et après j'ai monté un petit peu plus, donc forcément le banquier a vu que j'avais monté aussi de salaire et donc du coup mathématiquement ça a augmenté ma capacité d'emprunt. Et puis il voyait que je tenais mes finances aussi de manière carrée parce que bon j'avais remboursé mes emprunts étudiants, enfin voilà il avait vu que j'avais été sérieuse du coup dans mes différents postes et j'avais du cash aussi dispo parce que aux États-Unis l'avantage, c'est qu'on est très bien payé, donc j'avais quand même pas mal d'argent un peu de côté. Donc, et comme c'était mon banquier historique qui me prêtait, il voyait que j'étais sérieuse, quoi, que j'avais des comptes clean et qu'on pouvait aller du coup sur emprunter plus. Ouais. Et puis premier achat, résidence principale, bon, il y a pas mal de trucs en ta faveur pour obtenir le prêt là-dessus. C'est après en général que ça se complique. Oui, et pas tant que ça, parce que je vais t'expliquer du coup la suite. Alors, donc on a cette résidence principale et rapidement, donc le déclic de l'immobilier, je tombe enceinte. Je crois qu'au bout de 3 mois et demi ou 4 mois, je vais voir ma gynéco, j'avais des contractions. Alors, je sais que tu reçois peut-être pas mal d'hommes, mais du coup, moi, je sors, je sors le parcours gynécologique. Donc, effectivement, ma gynéco me dit, au bout de 3 mois et demi, 4 mois, elle me dit, voilà, Isis, c'est simple. Il va falloir que vous leviez un petit peu le pied parce que sinon, vous allez perdre le bébé. Et je pense que c'est un déclic, une claque pour me dire, OK, il va falloir que je vive un peu différemment que de la vie que je menais jusqu'à présent. C'est-à-dire à fond. Donc là, il va falloir que je prenne un peu plus de temps. Et donc là, je me retrouve dans ma résidence principale, dans mon salon, un peu comme le confinement, en fait, au final. Et puis là, je me dis, je vais profiter de ce moment-là pour me former sur l'immobilier. Et c'est donc à ce moment-là que je me dis, j'ai du temps, j'ai un peu plus de temps, donc j'arrive à bien déléguer le boulot au niveau de la boîte parce que j'ai une équipe qui est top. Et donc à ce moment-là, ça me permet du coup de récupérer du temps pour moi. Et je commence à consommer tout un tas de contenus gratuits sur Internet et de livres. Dans quelle année là? Alors, quand j'étais enceinte de ma fille, je devais avoir 33 ans. 33 ans, là j'en ai 39, donc il y a 7 ans. Et en fait, je me rends compte que plus j'apprends en fait des choses sur le gratuit, plus ça m'enlève des freins, mais en même temps, plus ça m'embrouille un peu le cerveau et je me dis mais alors attends, il y a tellement de choses potentiellement qu'on peut faire, par où je commence en fait. Donc je vois la colocation, je vois les immeubles de rapport, je vois tout un tas de choses et puis je vois le LMNP. Et puis je tombe sur un formateur, donc pareil, qui fait pas mal de vidéos contenu en gratuit, qui s'appelle Yann Darwin. Qu'on salue d'ailleurs. Oui, qu'on salue d'ailleurs, tout à fait, qu'on salue. Et ça match. Ça match dans le sens où je comprends ce qu'il me dit. Il a une manière très pédagogique en fait de parler de l'investissement immobilier. Il enlève tous mes freins. Et puis il parle de manière assez cash. Et moi j'aime bien ce type de personne. Donc du coup ça match. Je l'écoute en boucle. Je pense que j'ai consommé tout son contenu gratuit. Et puis au bout d'un moment je me dis Isis, faut quand même que tu te formes. Et donc je prends une de ses premières formations qu'il fait à l'époque. Je crois que c'était Power Meublé. Et rapidement, j'enchaîne avec l'Académie des investisseurs rentables, qui est la meilleure formation pour moi, en tout cas que j'ai faite, qui est très complète et qui te permet en fait de voir tous les différents types d'investissements que tu peux faire, que ce soit en nom propre, que ce soit en société, que ce soit en marchand de biens, c'est extrêmement. Il y a 60 heures de contenu, voilà, tout ça. Il y avait les coachs à l'époque aussi qui ont permis de répondre à mes questions. Enfin, c'était très riche d'enseignements. Et donc voilà, je me forme. Après, ma grossesse se passe un petit peu mieux et là, je me dis ok, je vais aller sur le terrain. Donc je fais, j'applique tout simplement la formation. Hein. Je vais sur le terrain, je fais pas mal de visites et pas mal d'offres. Et finalement, je m'étais donné comme date limite de trouver un appartement avant l'accouchement de ma petite. Et au final, le premier appartement que je vais acheter, on va passer l'acte d'achat, je crois le 5 novembre, et j'accouche le 21 novembre.
Et je te précise ça parce qu'en fait, tout va s'enchaîner. Tout va s'enchaîner de manière hyper réactive, enfin hyper condensée. Que ce soit les bébés, parce que je vais avoir un deuxième bébé dans la foulée, et que ce soit l'investissement locatif, parce que rapidement, on va faire un premier bien, mais je vais enchaîner de manière un peu compulsive, du coup, c'est bien en locatif, parce que le premier bien fonctionne. Donc, pour ce premier bien, j'achète un petit studio qui fait 27 mètres carrés en hypercentre de Clermont-Ferrand. Moi, dans le commerce, on m'a toujours dit l'emplacement numéro 1, emplacement. La règle, c'est l'emplacement. Et on me disait aussi le parking. Le parking dans l'IMO, sur le profil que j'ai de locataire, c'est pas indispensable. Donc, je me focalise vraiment sur l'emplacement et puis sur le fait, voilà, d'acheter des petites surfaces. Je commence par des petites surfaces parce que ça me rassure. Et puis j'ai la chance aussi à cette époque-là de faire des jolies rencontres, notamment un directeur de banque qui a lui qui fait son métier de directeur de banque et qui a plus d'une centaine de lots avec un de ses associés. Donc je déjeune avec lui et puis je lui pose des questions qui vont beaucoup m'aider. Je lui demande OK, quels sont vos artisans et comment vous avez fait tout un. Donc je m'inspire en fait de gens qui ont déjà fait ce que potentiellement je veux faire, mais que je sais pas encore que je veux faire d'ailleurs. Mais je m'inspire de gens qui ont réussi pour pouvoir tout simplement comprendre comment ça fonctionne et avoir les bons contacts aussi, notamment les artisans. Et donc les artisans qu'il va me donner aujourd'hui, c'est toujours 7 ans après, c'est toujours les artisans qui sont avec moi aujourd'hui. Donc il y a vraiment une relation partenaire. De toute façon, je pense dans toute l'équipe que j'ai, c'est des partenaires long terme, que ce soit les banquiers, les notaires, les experts comptables, tout ça. Et donc petit à petit, je vais faire mon équipe. Et donc rapidement, je me retrouve donc avec mon bébé du coup que je viens d'accoucher. On fait les travaux. J'ai des artisans qui sont adorables parce qu'ils me voient galérer. C'était au 3e étage avec le cosy, le bébé et tout ça. Donc ils vont monter mes meubles. Enfin voilà, ils vont être super. Je pense que c'est un avantage d'ailleurs d'investir quand on est une femme plutôt qu'un inconvénient. Donc ils vont être top. Et puis du coup je mets mon premier locataire en place. Je crois que j'ai un petit cash flow positif de 10 euros par mois. C'est pas foufou, mais c'est bien pour démarrer, tout en sachant que j'ai une plus-value latente, du coup que j'ai encaissé l'an dernier et qui était une jolie plus-value. Donc je fais ce premier bien et ça me rassure en fait. Les travaux, ça se passe bien. L'équipe d'artisans me monte les meubles. Je trouve rapidement une locataire. La locataire paye. Je vois les virements qui sont sur le compte en banque. C'était un peu notre crainte au début. On s'est dit on regardait de manière un peu. On se demande toujours si le locataire va payer, mais en fait, il y a 96% de chances que oui, et que 4% d'impayés en France, donc il faut se rassurer par rapport à ça. Et bien sélectionner ses locataires. Mais en gros, voilà, ça fonctionne. Et je pense que le moment où je ferme la porte où ma locataire est en place et je ferme la porte, je me dis ok, il faut qu'on recommence. C'est pas possible autrement. C'est parti quoi. Et donc du coup rapidement le réseau que je me suis formé sur le premier investissement, je vais les rappeler, je vais leur dire voilà, on cherche un deuxième bien, tout ça. Et en fait rapidement, je vais acheter un deuxième bien. Le deuxième bien il fait 38 mètres carrés, c'est un T1 bis, bien placé aussi. Troisième bien, quatrième bien, cinquième bien, sixième bien. Sixième bien, le banquier commence à me demander de mettre de l'apport pour le coup. Donc il m'a suivi. Donc c'est des petits budgets. Hein. À chaque fois on était entre 40 et le plus cher j'ai dû payer 83 000 euros le maximum. Donc il m'a suivi en fait sur les 6 premiers biens. Au 6e bien il m'a dit voilà ce serait bien que tu mettes un peu d'apport. Je crois qu'il m'a demandé 10%. J'avais négocié 5% d'apport. Et puis donc j'arrive rapidement à 6 biens. En parallèle, mon conjoint me regarde faire. Hein. Forcément, on est un petit peu à deux dans l'aventure, même si j'investis en nom propre. Et là, on se dit, ok, c'est peut-être le moment pour toi d'investir aussi. Donc, il va acheter lui un premier bien, un deuxième bien, un troisième bien. Donc, en 18 mois, on se retrouve avec la résidence principale et 9 biens en LMNP. Et donc, dans ces 18 mois, donc j'ai mon bébé nourrisson, je retombe enceinte. Donc 2 enfants en bas âge, ils ont 17 mois d'écart. Donc c'est chaud cacao. Et voilà, et 9 biens. Donc les biens une fois en fait le plus chronophage c'est de les trouver, c'est de négocier, c'est de trouver l'emprunt, c'est de suivre les travaux, mais après quand le locataire est en place, je veux dire ça roule, il y a pas de souci particulier. Du coup, on achète 9 biens dans différentes copropriétés. Donc il y a pas j'ai pas les communs à gérer, on a le syndic pour ça. Donc c'est assez simple au final. Et puis, j'ai mon équipe d'artisans qui fonctionne. Ils savent exactement ce que je veux, donc ça reste facile pour la mise en place, même si je te cache pas qu'on a passé un sacré... on n'a pas vu le jour, en fait, pendant 2 ans. Entre les bébés, le boulot et les appartes.
Mais ça fonctionne et on arrive à tout mener de front. Bon, on prend pas de vacances, hein, on va pas se mentir, voilà. Les week-ends, on est soit sur les chantiers, soit pour le coup en train de monter des meubles. Et puis voilà, de résoudre, de faire des visites, tout ça. Mais ça se fait, ça. Et je tiens à le préciser parce que à l'époque, moi, j'ai toujours le métier donc très prenant de chef d'entreprise dans la grande distribution. J'ai 2 enfants en bas âge, j'ai mon conjoint du coup qui est aussi est salarié, donc on est quand même sous l'eau voilà pendant 18-24 mois. Et puis donc je suis enceinte de mon deuxième bébé. Donc c'est sport, mais ça se fait. Alors comment, enfin tu vois, on se demande, enfin on t'entend, moi je t'entends et ça, mais ça m'a l'air, enfin ça a l'air merveilleux, mais c'est comment c'est possible? C'est tout de suite la question qui se pose en fait. Est-ce qu'il y a dans ces actions, est-ce que tu as trouvé des choses qui t'ont aidé dans l'organisation, dans la façon de faire les choses? Est-ce que par exemple, parce que tu dis voilà 9 bien en 18 mois, mais il était peut-être de façon séquentielle, pas forcément tout en parallèle, ce qui peut aussi aider un peu à dans cette période-là. Est-ce que il y a des trucs qui t'ont aidé un petit peu dans l'organisation? Oui. Alors, ils sont pas arrivés tous en même temps. Donc, en fait, dès qu'on en trouvait un, on était en recherche permanente. On n'a jamais arrêté de chercher. Du coup, ça s'est fait, si tu veux, de manière un peu saccadée, mais tout en même temps. C'est-à-dire que dès qu'on avait fini un chantier, il y en a forcément un autre qui était en route. Dès qu'on avait acheté un bien, on en avait un autre qui était en train de, on cherchait constamment, pardon. Par contre, est-ce qu'il y a des manières est-ce qu'il y a des trucs d'organisation? Franchement, on a tout fait en même temps. Et je te dis, on n'a pas vu le jour hein, pendant pendant 18 à 24 mois, mais c'était voulu. Mon pourquoi, enfin je pense que le pourquoi ça permet quand même de se bouger, de se motiver. Mon pourquoi c'était mes enfants et je voulais être libre aussi financièrement et me construire un capital, un patrimoine voilà, je voulais le construire et j'ai bien compris que le temps jouait contre moi. C'est-à-dire que j'ai commencé à investir, j'avais 33 ans et je me suis dit faut que je me dépêche quoi. J'aurais dû le faire bien avant. Donc hier j'avais par exemple un jeune couple au téléphone qui avait 23 et 24 ans qui me disait voilà on se tâte à prendre la formation. Est-ce que c'est bien pour investir tout ça à 23 24 ans mais go quoi, il faut y aller à 1000%. Et moi voilà, j'avais 33 ans, 34 ans et je me suis dit il faut que j'achète massivement. Donc tout était en même temps et on n'a pas dès que j'avais un moment de libre, on était sur le bon coin, on a été focus quoi, vraiment focus et motivé comme jamais, déterminé comme jamais, tout en ayant, je dirais les bébés et la société en même temps. Mais on l'a sorti au forceps quoi. Il y a pas vraiment de méthode miracle si ce n'est d'être motivé, de savoir ce qu'on veut, et de se donner les moyens en fait d'y arriver. Il y a pas de il faut se bouger quoi. Il faut se bouger et se donner l'opportunité en fait la chance de pouvoir rencontrer des gens, discuter, dire ce qu'on fait. Et c'est grâce à ça d'ailleurs que le tremplin pour ma vie d'après, tout le réseau que je me suis fait, ça m'a permis du coup d'acheter encore de manière plus massive par la suite. Dans un court instant, Isis nous partage comment elle amène sa sœur à investir avec elle et comment elle s'organise à deux pour sourcer et gérer tous ses biens immobiliers et comment elle organise son temps entre ses activités entrepreneuriales et sa vie de famille. À tout de suite. Il y a aussi peut-être un truc, c'est que tu disais que t'investissais localement, c'est-à-dire que tu t'es pas éparpillé en termes de zone géographique, ce qui peut créer aussi des synergies parce que quand t'es constamment dedans, en fait, moi c'est ce que j'en comprends, mais peut-être je me trompe, mais quand t'es constamment dedans, t'as pas forcément l'impression d'enchaîner un puis un autre, puisqu'en fait tu fais la même étape pour tous les biens, voilà. Absolument. Ouais. Et puis c'est vrai que le fait d'être sur une belle ville, enfin moi j'étais vraiment focalisée sur Clermont-Centre. Et donc du coup j'enchaînais les visites quoi. Je me prenais peut-être entre midi et 2, je disais OK, je vais partir de 11h30 à 14h et je faisais 3-4 visites dans la foulée. Enfin je me débrouillais en termes d'organisation, oui bien sûr. Enfin j'étais très organisée en fait. J'ai l'impression que je te dis effectivement on l'a sorti au forceps, mais tout était anticipé, on prenait les rendez-vous en amont, j'optimisais et d'ailleurs c'est ce que je fais toujours aujourd'hui, j'optimise chaque heure de mon temps, on va dire pour pouvoir avoir des résultats en fait. Et donc du coup j'enchaînais les visites.
Le nombre de fois où je suis arrivée deuxième sur des visites, et donc le bien a été acheté à la première visite, c'était méga frustrant. Donc rapidement, voilà, j'ai mis en route un système de dire voilà, dès qu'il y avait une bonne affaire ou un bien qui me plaisait, j'appelais, je disais voilà, je veux visiter en premier, et je me débrouillais pour faire le forcing et être dans les premières et puis visiter, voilà. Il y a des jours que j'ai pris en congé, voilà, où pareil j'ai visité, je visitais avec mes enfants, hein. Enfin, les petits, le petit je pouvais pas, il était trop petit, donc voilà. Enfin il y a, je pense qu'il faut, oui, il faut être organisé, il faut être motivé. Et le fait que tout soit au même endroit, concentré sur un même secteur, ça aide beaucoup parce qu'on peut enchaîner du coup de manière beaucoup plus massive, plutôt qu'éparpillée. Donc j'étais focus. Tu nous racontes un petit peu aussi la suite, la deuxième partie, la deuxième vague d'investissement, si ça c'est. Oui, alors, la deuxième vague, ouais. Le deuxième mini tsunami. Du coup, on arrive à 9 appart et puis notre résidence principale. Et là, donc je suis toujours chef d'entreprise dans la grande distribution. Je me dis, ok, j'aime l'immobilier. Je me rends compte que je suis passionnée d'immobilier. Et à cette époque, la grande distribution, je me dis que ça ne va pas forcément correspondre avec le cadre familial que je veux avoir. À l'époque, je monte quand même 2 jours par semaine à Paris. C'était aussi un peu un accord avec mon conjoint. Il m'a dit, OK, on fait un deuxième bébé si tu lèves un peu le pied aussi au niveau du boulot, parce que voilà, des enfants, ça demande du temps, hein. C'est un énorme investissement en temps et en énergie. Et puis j'ai l'impression aussi qu'au niveau de l'hypermarché, j'ai un peu donné tout ce que j'avais à donner. On a fait énormément de choses. On a fait un drive entrepôt, on a mis la fraîche découpe, on a mis des rayons bio, tout ça. En fait, c'était tout. Il y a 7-8 ans, tout un peu cet univers où il y avait pas mal de choses à faire. Et au bout d'un moment, je me dis, j'ai un peu pas fait le tour, mais je me dis si je veux faire plus et mieux, il va falloir que j'investisse massivement dans cet hypermarché. Et forcément, ça va me réengager sur 7 à 10 ans parce que c'est des emprunts, tout ça. Et je me dis, c'est pas forcément ce vers quoi je veux aller. Mais par contre, je me dis, l'immobilier, ça va me permettre de m'occuper aussi un peu plus de ma famille, de mes enfants. Et donc, on prend la décision collégiale avec ma famille, donc mon père, ma sœur, parce que tout le monde est un peu investi dans les sociétés familiales, de vendre. Et donc on vend, on vend il y a 5 ans, 4 ans et demi, 5 ans. Et le fruit de la vente me permet en fait de récupérer du capital sur une société donc locative que je vais faire. Et là, ça va me permettre du coup d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin dans le sens où j'ai du cash et je vais pouvoir acheter des immeubles de rapport. Donc plutôt que de faire comme ma stratégie numéro 1 en LMNP, parce que je l'avais pas précisé, mais toutes les 9 appartements qu'on avait achetés, c'était en LMNP. Et on était voilà, enfin on s'était débrouillé justement pour ne pas passer LMP et c'est pour ça qu'on s'était arrêté à 9 appartements. Et donc là donc on monte une société et donc là je me dis je vais me focaliser sur l'achat d'immeubles. Et en fait, toute la première partie, les 2 premières années où vraiment on était la tête dans le guidon entre le boulot, les enfants et l'investissement, toute cette partie-là m'a permis de me construire un réseau et donc j'ai pu les appeler et leur dire voilà, aujourd'hui ma recherche c'est de l'immeuble de rapport en hypercentre. Et rapidement, donc j'ai arrêté la société au mois d'août et j'étais et alors c'est rigolo parce que quand j'ai accouché de mon deuxième bébé, mon petit garçon, j'étais en train de négocier à la mater le premier immeuble que j'allais acheter. Et j'étais dans cette maternité et je me disais oh là là, la nouvelle vie va arriver. Et c'était donc c'était un ensemble immobilier, il y avait 2 immeubles et là pour le coup, il y avait 14 et il y avait 18 lots. Donc là, je passais d'achat de petites unités les unes après les autres cumulées à d'un coup 18 lots. Et je t'avoue que ça m'a fait drôle quand même de me dire que j'allais acheter 18 lots parce que j'avais jamais acheté d'immeuble, parce qu'en plus il y avait des locataires encore en place. Et donc voilà, c'était un peu encore le mise à l'eau parce qu'il fallait que j'en gère 18 d'un coup, alors que avant j'en avais géré on va dire que 9. Donc ça faisait 9 plus 18. Bref. Et donc du coup cet immeuble je le négocie. Je crois que la veille de l'acte d'achat, j'ai dû passer une mauvaise nuit en me disant oh là là, bon alors je vais aller me présenter au locataire. Enfin tu vois, il y a tout un tas de petites choses que tu te dis qu'il faut que tu mettes en place. Et puis en fait, en parallèle, comme j'avais fait pour les premiers appartements, je négocie d'autres biens, d'autres immeubles. Donc rapidement donc en novembre j'en achète 2, en décembre j'en achète 1 et en février j'en achète un autre. Et là, je me retrouve rapidement à je crois 47 lots.
et je vais racheter 2 autres immeubles après le Covid que j'avais négocié avant Covid et qui finalement j'ai pu acheter après Covid. Et donc je me retrouve à 60 lots que je gère en direct aujourd'hui. Donc c'est mon activité principale, on va dire. Et donc du coup là je me retrouve avec des immeubles. Alors soit j'ai de la rénovation totale d'appartements et ça je connais parce que j'ai déjà fait dans les autres appartements. Soit j'ai de la rénovation lourde. Là on avait racheté un immeuble très très bien placé et là il a fallu que on change la charpente, la toiture, qu'on renforce les planchers. Donc là, je m'entoure d'une équipe, parce que je suis pas du tout ingénieur bâtiment de métier. Quand on sait pas, il faut s'entourer, tout simplement. Donc je m'entoure d'une équipe compétente qui vont me faire un super boulot et qui vont faire que du coup les immeubles que je rachète et qui sont un peu délabrés passent sur des immeubles qui sont top quoi. Enfin voilà. Il y a une gestion aussi à faire là-dedans, j'imagine, en fonction de quand tu as des locataires déjà en place. Tu peux pas le faire tout le temps, la rénovation. Tu les as fait un par un, du coup, les rénos ou... Oui, oui. Alors, il y en a où, par exemple, l'immeuble qu'on a rénové en totalité, j'avais un, un locataire qui est resté. En fait, j'en avais 2 qui étaient locataires anciens. Je me suis arrangée avec le premier qui a bien voulu partir. On a discuté, en fait. Et voilà, il a bien voulu partir. Et puis le deuxième, il voulait pas partir. Donc je lui ai dit, ok, il y a pas de souci. Par contre, c'est vrai que sachez qu'il va y avoir de la poussière, des travaux pendant un an. Voilà, ça va être contraignant. Donc je l'ai mis en fait au fait de ce qui allait se passer, parce que il était architecte de métier, donc ça le dérangeait pas. Les travaux, au contraire, c'était marrant parce que il regardait un petit peu ce qui se passait et tout ça, et il me faisait on échangeait souvent sur l'évolution de l'immeuble. Donc, mais bon, ça s'est bien passé. Et puis bon, voilà, il était dans le bâtiment, donc il savait qu'il y aurait pas mal de nuisances sonores et puis de poussière et tout ça. Et puis sur les autres immeubles, je les ai rénovés effectivement, les appartements les uns après les autres. Tu vois, là l'an dernier, j'en ai rénové 6 appartements. Je l'ai fait au départ des locataires en fait. Quand ils partent les anciens, je récupère l'appartement, je refais et je fais tout du copier-coller de ce que je fais. Je m'embête pas à faire des décos qui sont différentes à chaque appart. J'ai pas le temps et j'ai pas l'énergie pour ça. Donc ce que je fais, c'est que je duplique tout. Et ça fonctionne, donc ça plaît. Donc je me prends pas la tête à me dire oh là là, je vais changer ci, je vais changer ça. Autant je m'interroge sur toujours comment rendre l'appartement le plus fonctionnel possible. Autant sur la déco, je fais du neutre. J'ai beaucoup de bois, j'ai beaucoup de murs blancs et un petit peu de murs gris. On peut mettre un petit mur de couleur et après c'est la déco. Voilà, la déco, je mets des couleurs, des touches de couleur un peu sur différentes partie de l'appartement, mais ça fait des rendus sympas et en fait le meilleur indicateur c'est quand tu vois les locataires potentiels qui arrivent dans les appartes et qui ont les yeux qui pétillent et là t'es juste trop fier parce que ça veut dire que t'as réussi le job et voilà, c'est des locataires qui restent en plus assez longtemps, donc c'est que ça se passe bien en règle générale et on fait du meublé en société, enfin moi j'en fais en société parce que en dehors du fait que j'avais trouvé le LMNP intéressant, je me rends compte j'ai fait une étude de marché. Bien sûr, il faut toujours faire une étude de marché sur sa ville. Et je me rendais compte qu'il y avait un vrai besoin de meubler sur Clermont-Ferrand. Et c'est pour ça que j'ai orienté mon parc principalement sur des T2. J'ai 50% de T2. Et après le reste, donc ça va être du commerce. J'ai 9 commerces, en tout cas que sur mon parc de 60. J'ai 9 commerces. J'ai des petits studios, genre 7, 8. Et j'ai quelques T3 et un T4. Donc, je crois que j'ai 2 T3 en colocation, un T3 en nu et un T4, c'est une famille. Je suis pas fan de la colocation. J'ai besoin de choses qui soient moins chronophages. Mais j'en ai 2 et 2 colocations sur un T3, ça se passe bien. T'as dit que t'alternais du coup nu et meublé en société également du coup ou... Ouais. Oui, ouais. En société, je fais, j'ai très peu de nus, j'ai beaucoup de meublés. Ok. Très peu nus, ouais. Parce que encore une fois, voilà, il y a une demande sur Clermont-Ferrand En fait, moi, ma cible, si tu veux, sur Clermont-Ferrand de clientèle, c'est les étudiants. On a sur une ville de 150 000 habitants, on a 40 000 étudiants. Et on a aussi beaucoup de cadres en mutation, donc qui cherchent des T2. Donc j'ai des cadres de chez Michelin, j'ai des cadres de chez TA, voilà, j'en ai eu de chez Limagrin aussi. J'ai des jeunes actifs, donc qui commencent juste leur vie active et pareil, ils savent pas trop s'ils vont rester sur Clermont ou pas, donc le meublé ça leur va bien. Et j'ai aussi des personnes en transition, on va dire sentimentale, donc des divorcés par exemple, qui ont besoin d'un pied-à-terre, ou alors voilà, ou des gens aussi qui sont cadres par exemple sur Paris, mais ils doivent faire des interventions sur Clermont et donc du coup ils ont besoin aussi d'un pied-à-terre, donc
Cette étude que tu fais là, tu l'as fait de façon empirique au gré de ton activité de locataire, enfin de bailleur, pardon, de location, ou est-ce que tu as fait une étude avec recherche des points d'intérêt des employeurs de la région, des chiffres? Oui, je l'ai fait de manière ultra poussée. Parce que je pense que dans le business, quand tu veux monter un business, en fait, moi, comme je voulais massifier le business et tu vas comprendre derrière pourquoi aussi, parce que du coup, ma sœur a le même nombre de lots de son côté. Comme on voulait massifier les investissements locatifs, j'avais besoin d'être sûre qu'il y avait une demande, qu'il y avait un marché là-dessus. Donc du coup, j'ai regardé sur le Bon Coin, j'ai regardé sur l'INSEE, j'ai regardé en fait toutes les sites internet qui pouvaient me donner des idées de chiffres clairement sur le bassin d'actifs, voilà les sociétés, tout ça. Donc j'ai fait une recherche très poussée, même sur le site de la mairie. La mairie aussi, tu vois, tout un tas de quartiers qui sont en développement, voilà. Mais sur un site qui est très bien, c'est meilleuragent.com, je crois, et il y avait Logikimo, enfin il y avait tout un tas de sites que j'avais sourcés à l'époque qui me permettaient voilà de faire un tableau Excel et de recouper toutes les informations intéressantes et importantes pour pouvoir me dire OK, il faut que je cible tu vois par quartier, je savais combien il y avait de jeunes actifs, je savais l'âge médian des actifs qui étaient là-bas, je savais le taux de logement social, je savais si c'était des familles, enfin vraiment la typologie par quartier. Ça, je l'avais sourcé du coup sur Internet et ça me permettait en fait de classifier les quartiers que vraiment je voulais cibler. Et donc moi, comme je voulais des jeunes actifs ou des étudiants ou des cadres en mutation, j'ai logiquement choisi le centre-ville et 2-3 quartiers en plus sur lesquels on a investi. Donc voilà, l'étude a été poussée. Je pouvais pas. J'aime bien faire les choses carrées et je pouvais pas le faire la fleur au fusil en disant bon on verra bien. Non, c'est pas mon tempérament. Voilà. Ok. Et alors tu l'as glissé très soudainement, mais très subtilement. Très subtilement, mais en fait, donc ta sœur investit également. Comment ça s'est fait en parallèle de ton parcours à toi? Comment tu l'as engrainé? Comment c'est passé? C'est ça. C'est ça, en fait, j'ai engrainé. Donc Sophie, c'est marrant parce que donc on est associés toutes les deux sur certaines sociétés. Et donc ma sœur a un parcours de notaire. Donc nos deux profils sont extrêmement complémentaires parce que moi autant j'ai plus le côté business commerce, autant Sophie elle plus le côté notaire, tout ce qui est voilà législation, tout ça, elle est très forte là-dedans. Et donc du coup, bah, quand elle a vu qu'effectivement que ça fonctionnait, et puis j'arrêtais pas de lui casser les oreilles avec tout ça, parce que je pense que quand t'es passionné et que t'as des gens en face de toi qui sont quand même assez réceptifs, hein, t'as juste envie de partager tout ça. Donc au bout de 6 immeubles que j'ai rachetés, elle m'a dit voilà ça m'intéresse, j'ai envie de faire qu'on bosse ensemble, qu'on continue de bosser ensemble là-dessus et d'avoir du coup son parc à elle pour qu'elle gère elle ses propres investissements. Et donc du coup, ben tout mon réseau, on va dire que je m'étais fait avant, donc j'aurais dit voilà, on est toujours en recherche active du coup d'immeubles. Et elle de son côté, elle a fait son réseau aussi. Et ce qui était rigolo, c'est qu'en fait, tu te rends compte que quand t'es deux, t'as pas les mêmes affinités avec les mêmes personnes. Et donc du coup, ça a multiplié encore plus le réseau. Et donc il y a des immeubles qu'elle a eu grâce à mon réseau et des immeubles qu'elle a eu grâce à son réseau à elle. Et on allait beaucoup manger avec les agents immobiliers. On a vraiment fait tout ce qu'on pouvait faire en tout cas en termes de prospection. On était vraiment sur le terrain, quoi. On était vraiment sur le terrain à visiter plein de biens. Et puis c'est comme ça qu'elle, de son côté, rapidement, elle a acheté un immeuble, 2 immeubles, 3 immeubles, 4 immeubles. Et aujourd'hui, on a plus de 120 lots sur Clermont qu'on gère du coup toutes les deux en direct. Et c'est une vraie force d'être à deux parce que autant on s'était vraiment dit clairement parce qu'on voulait pas se prendre la tête l'une et l'autre parce que c'est la famille en plus. En se disant oui, t'as pas fait l'état des lieux de machin. Non, on s'était dit clairement. Chacune gère son opérationnel. Donc moi j'ai mes immeubles à gérer, je les gère. Sophie a ses immeubles à gérer, elle les gère. Par contre, on se met en cerveau collectif quand il faut acheter un bien pour valider ensemble, quand il faut négocier, quand il faut revendre un bien ou quand il y a un litige quand il y a un souci, on s'appelle. Et aussi et c'est marrant parce qu'on en parlait la semaine dernière, quand il y a des locataires qui sont un petit peu agaçants ou pénibles, on s'appelle l'une et l'autre et l'une et l'autre on se fait descendre en fait parce que des fois on a tendance à monter un peu vite dans les tours et l'autre comme elle est en dehors du spectre de ce qui s'est passé, elle permet en fait de faire redescendre un peu la pression et de se dire mais au final c'est pas grave quoi, c'est rien et puis on passe à autre chose rapidement. Donc c'est une vraie force d'être à deux et c'est vrai que le métier d'entrepreneur c'est un métier quand même qui est assez solitaire et le fait d'être moi avec ma sœur c'est génial quoi. J'ai beaucoup de chance d'être bien entourée.
Elle étant notaire, la question immédiate qu'on se pose, c'est effectivement le réseau, tout ça. Enfin, elle a un avantage un petit peu déloyal par rapport à ça, ou tu penses que quand tu parlais de réseau et de façon de voir les choses différentes, en fait, c'est complètement indépendant de sa profession même. Alors, elle est plus notaire aujourd'hui. Si tu veux, elle a fait des études de notariat, elle a fait 2 ans de notariat. Et mon père l'a aussi embarqué dans l'aventure comme il a fait avec moi, dans le sens où elle gérait, si tu veux, l'immobilier commercial qu'on avait avant, parce qu'on avait plusieurs sociétés avant. Donc, elle était déjà dans l'immobilier, mais l'immobilier commercial. Et moi, je l'ai un peu plus embrigadée dans l'immobilier d'habitation, parce que sur les immeubles du coup de centre-ville, on a beaucoup d'habitations et on a aussi du coup des commerces en pied d'immeuble. Et donc là, elle avait bien sûr toute son expertise là-dessus, parce qu'elle gère elle a géré des baux commerciaux pendant des années, donc c'est très intéressant d'avoir son œil là-dessus. Ok, c'est intéressant. Ouais, donc on en était sur cette deuxième vague un petit peu quand il y avait eu, donc on a bien compris là un petit peu la séquence. Au début vraiment, si je comprends bien, cette première vague des 2 ans là, c'était avec la sueur et le temps que tu l'as construit. Exactement. Ensuite, apport de cash avec la vente de l'affaire familiale et donc accélération là. On est à quelle année quand cette deuxième vague un peu se termine et comment ça évolue après? 2020. 2020, j'ai 6 immeubles et du coup, je passe la main à ma sœur, c'est-à-dire que on se dit que tous les biens qu'on trouve, on le met dans son portefeuille. Fin 2020, j'ai mes 2 immeubles. Donc Pour quelle raison? Parce qu'elle a plus de capacité d'endettement, elle, ou non, c'est pour quelle raison vous faites ça? ouais, c'est que comme elle a envie de faire d'avoir son parc à elle, je crois qu'on a commencé d'ailleurs en 2019. Mais comme c'est juste que moi le dernier immeuble que j'ai acheté, je l'avais négocié avant, donc du coup il est passé dans mon portefeuille à moi. Mais 2019, on commence à bosser sur le portefeuille de Sophie, parce qu'en fait, moi je m'étais fixé un objectif en quittant mon ancienne boîte, c'était d'avoir 60 biens. Je sais pas pourquoi, je m'étais dit 60 biens, c'est bien, parce que je me disais je pourrais le gérer en direct, et je m'étais projetée en me disant tu vas devenir gestionnaire de tes biens. Et je voulais pas non plus faire une énorme foncière, rembaucher des salariés, tout ça. C'était pas vraiment mon objectif. Je voulais pas non plus faire une agence immobilière. Je m'étais dit, je fais 60 biens, je les gère, et comme ça, j'aurai une vie sympathique. Et je pensais m'arrêter là, ce qui n'est bien évidemment pas le cas, parce que je pense que quand on est entrepreneur dans l'âme, on s'arrête vraiment jamais en fait. Mais du coup, j'avais mes 60 biens et Sophie en parallèle qui me dit, écoute, voilà, j'ai envie d'investir. Donc tous les nouveaux immeubles intéressants, on les achète donc pour elle. Même s'il y en a certains qu'on a du coup en association à 50-50 toutes les deux, aussi bien sur son parc immo que le mien. Mais moi je m'arrête, et puis je voulais qu'elle progresse en fait aussi, parce que c'était son souhait, et je voulais surtout pas, enfin ma crainte ça a toujours été de me fâcher avec ma famille pour des histoires de business, et je voulais pas entacher la relation avec ma sœur pour une simple histoire de non, cet immeuble je le veux pour moi, et voilà quoi. Enfin je trouve que c'est dommage, c'est bête. Donc du coup en fait je lui dis, écoute, voilà, pendant 1 an ou 2 ans, tous les biens potentiels qu'on trouve, ils seront pour toi, et tu vas les gérer. Et puis voilà, donc il y en a qu'elle a trouvé elle-même, il y en a qu'on a trouvé ensemble avec mon ancien réseau, et puis elle a c'est pareil, elle a fait son schéma, parce qu'elle avait jamais investi dans l'immobilier d'habitation. Elle me coachait sur les baux commerciaux, moi je la coachais sur l'habitation, donc c'était une belle association. Donc ouais, donc à partir de 19-20, vous construisez pour elle en fait, et votre parc en fait commun du coup, enfin si on les cumule, il continue après à quel degré, ça va jusqu'où en fait? Aujourd'hui on a une douzaine d'immeubles sur Clermont, donc ça fait plus de 120 lots, et pour l'instant on en est là, et on commence depuis l'an dernier le marchand de biens. Donc le locatif, on se dit on va stopper, parce que 120 à 2, parce qu'encore une fois on gère tout en direct, et c'est quand même il y a quand même des phases un peu chronophages, tu vois. Il y a des mois, par exemple décembre sur 60 lots, j'avais 6 départs je crois. Au mois de juin, juillet, c'est pareil, il y a quand même pas mal de départs, parce que la cible de on va dire de meublé fait que les gens tous les 6 mois en gros ils changent, en tout cas, il y a des cycles. Je me rends bien compte qu'au mois de décembre et au mois de juin, juillet, il y a pas mal de départs. Entre-temps, il y a quand même sur 12 immeubles, évidemment, il y a des problématiques à gérer. Hein. On est vraiment entrepreneur en fait. Hein. Il faut pas s'arrêter à la première problématique, parce que sinon c'est pas possible. Mais il y a des problématiques à gérer, plus ou moins importantes. J'allais justement te poser la question par rapport à la gestion locative quand on a ce nombre de lots-là. Est-ce qu'il y a des trucs que tu as appris, des trucs qui t'aident aussi à gérer justement tous ces lots en fait? Oui, Ouais. alors pour la gestion des lots,
En fait, j'ai 2 équipes d'artisans. Et ça, c'est la clé. Hein. Enfin, je veux dire, si on n'a pas d'artisans et qu'on a 2 mains gauches comme moi, il faut pas faire 10 mots parce que c'est voilà, il y a quelques dégâts des eaux, il y a voilà, il y a quelques petites choses comme ça à régler. Donc, j'ai 2 équipes. J'ai une équipe généralement qui fait toutes les rénovations totales, et j'ai une équipe qui intervient. Par exemple, il y a un truc qui est bouché, il y a, enfin, il y a un détecteur de fumée à changer, il y a tout un tas de petites bricoles comme ça qui se mettent au quotidien, une chasse d'eau, enfin tu vois des trucs tout bêtes quoi. On nous appelle bien sûr pour ça. Donc du coup, j'envoie l'équipe de rénovation totale, bon pour mes rénovations totales, j'envoie l'équipe d'urgence pour les urgences, mais si jamais il y en a un des deux qui est en vacances, je peux intervertir les deux artisans. Ce qui me permet quand même d'avoir une réactivité assez importante, je pense. Après, des trucs et astuces, je règle les problèmes tout de suite. Enfin, et j'ai toujours fait ça en fait. Il faut être réactif, parce qu'en plus, on propose un parc assez, on va dire qualitatif. Donc il faut être réactif. On peut pas. Moi, c'est mes clients, hein, mes locataires, c'est mes clients. Donc comme un business, comme avant dans la grande distribution, mes clients, je les soigne bien, en tout cas du mieux que je peux, et on est réactif. S'il y a une fuite en toiture, on intervient. J'ai un couvreur. Enfin voilà, pour chaque type de problématique, j'ai une personne en face, une personne de confiance, une personne que j'ai testée, et ça me permet de régler tous les problèmes techniques. Après, pour la sélection du locataire, bien évidemment, je me suis mis toute une. En fait, pour chaque rubrique du locatif, je me suis fait mes propres méthodes et mes propres expériences, et que j'ai amélioré en fait au fur et à mesure. Mais de toute façon, il y a que en faisant qu'au final on s'améliore, et on faut se rappeler de ses erreurs et puis ne pas les recommettre surtout. Tu dois avoir, j'imagine, un tel que je perçois un petit peu du coup ton profil. Tu dois avoir quand même pas mal de trucs standardisés, des fiches avec par exemple sélection du candidat, premier appel, ensuite deuxième appel, ensuite selon ce qu'il fait, enfin des étapes qui font que tu suis, que ça déroule, non? J'imagine un moment d'industrialisation du truc. Oui. Ouais, alors je les ai pas marqués, mais c'est vrai que c'est des automatismes maintenant que j'ai pris. Par exemple, si tu veux, quand je mets une annonce sur Le Bon Coin, aujourd'hui, alors c'est des biens qui sont très demandés. Donc au début, je mettais une annonce et j'avais, je sais pas, 15, 20 appels dans la journée. Ça, c'était l'horreur. J'étais standardiste. Enfin, c'était vraiment catastrophique, quoi. Je passais ma journée, et en fait, j'étais complètement monopolisée par ça, alors que j'avais d'autres trucs à gérer, des chantiers et tout ça. Donc en fait, je me suis dit bon, faut que je trouve une autre manière de faire. Donc je passe que par Le Bon Coin pour louer principalement. Et en fait, sur mon annonce, je mets à la fin merci de me contacter par email dans un premier temps sur Le Bon Coin, en m'indiquant pour une ou deux personnes, pour quelle date, et si vous êtes salarié ou étudiant. Et comme ça me permet de faire déjà une première sélection déjà par Le Bon Coin en fait. Et puis après, soit j'appelle, soit je donne rendez-vous. Voilà, je pose quelques questions, tout ça. Et après, évidemment, j'ai standardisé le fait sur un bien, je vais faire des visites tous les quarts d'heure. Je me donne un quart d'heure par personne pour faire les visites. Comme ça, je concentre. Généralement, je fais 8 visites, entre 5 et 8 visites. Et puis, tu te rends vite compte que entre ceux qui ont oublié, voilà, ceux qui ont déjà trouvé mais qui t'ont pas appelé, eh ben, de 8 visites, tu vas peut-être passer à 6, parce qu'il y en a 2 peut-être qui vont se perdre en chemin. Et sur les 6, comme tu les as quand même pas mal présélectionnés, après, tu reçois enfin, moi, je demande pas les dossiers locatifs avant. Je vois au feeling un petit peu. Par contre, si le bien leur plaît, moi, ce que je leur dis, c'est que voilà, vous m'envoyez un SMS avec votre adresse mail, et je vous envoie du coup la liste des documents dont j'ai besoin. Et donc ça, bien sûr, je l'ai standardisé. Je fais du copier-coller à chaque fois. Et après, je reçois les dossiers des locataires, et je fais quelques vérifications. Je regarde tous les documents dont j'ai besoin. Et après, je sélectionne en fonction du coup de la date, bien sûr, à laquelle il veut l'appartement, en fonction du profil bancaire, et en fonction aussi pas le profil bancaire, le profil financier. Et en fonction du feeling. Moi, si je le sens pas, donc je fais toutes mes visites moi-même. Si je sens pas s'il y a un doute à la visite, je ne prends pas. Et puis, enfin, dans mon ancien métier aussi, je faisais pas mal de recrutement, donc c'est en fait c'est un peu du recrutement aussi, hein, de sélectionner un locataire. Donc je pose des questions, je vois un petit peu comment la personne réagit, et moi il faut que ça colle, parce que derrière j'étais en direct, et je veux pas prendre le risque d'avoir des litiges ou des contraintes, enfin des contrariétés en fait. Je veux vraiment trouver la bonne personne. Donc voilà, la sélection du locataire, il y a des process qui sont mis en place, mais voilà, après il y a plein d'autres petites choses qu'on fait au fur et à mesure.
Donc on arrive un petit peu sur dans ton parcours en fait sur la fin du locatif, comme tu disais. Le marchand de biens, tu l'as commencé récemment. T'as migré quand ouais. Alors le marchand de biens, c'est un métier qui m'a toujours fait un petit peu peur, dans le sens où c'est un vrai métier à part entière. On passe professionnel de l'immobilier, donc il faut pas s'improviser marchand de biens. Et tu es bien placé pour le savoir. Donc c'est vrai que la première opération de marchand de biens qu'on a fait, on l'a fait, c'était une opportunité, on va dire, voilà, sur un immeuble qu'on a revendu en l'état très rapidement. On voulait le faire en locatif et finalement on s'est rendu compte qu'on pouvait pas le faire en locatif, donc du coup on l'a revendu en marchand de biens. Donc on a monté entre-temps la société et tout ça. Donc ça s'est bien passé, mais c'est vrai qu'on n'était pas formé comme je peux l'être aujourd'hui. Et donc et c'est plus ma sœur qui était sur ce schéma-là du marchand de biens. Et donc du coup l'an dernier on s'est dit OK, si on veut arrêter un peu le locatif, parce que le locatif c'est bien, c'est très intéressant pour monter du patrimoine et tout ça, mais c'est vrai que intellectuellement parlant, après quand tout est monté et qu'on fait que gérer les locataires, c'est moins stimulant. Voilà, c'est un peu la routine, quoi. Et il me manquait un peu ce côté peps de l'immobilier que j'aime tant, à savoir rechercher des biens, à savoir négocier, voilà, tout ça, monter des projets de A à Z en fait. Et le marchand de biens, l'avantage c'est que c'est vraiment du montage de projets de A à Z, et que l'avantage aussi c'est qu'on n'a pas le locataire derrière à gérer, et qu'on empoche normalement, si on a bien fait son boulot correctement, du cash rapidement, ou en tout cas à terme. Donc du coup, on se dit avec Sophie, on va faire quelques opérations de marchand de biens, et je lui dis OK, par contre, ceinture bretelle, moi je veux le faire avec des associés. Je veux pas le faire toute seule, donc je lui dis et puis je manque de temps quand même un petit peu aussi, donc rapidement je vais m'associer avec des personnes un peu toute France. Donc aujourd'hui j'ai des associés qui sont à Annecy. J'en ai un qui est en Corse, avec lequel on a fait une opération à Vichy. Je vais certainement avoir un associé qui va faire une opération à Chartres. Et voilà, on a un peu toute France, avec des personnes dans lesquelles on croit, et on croit à leur projet. Et puis je vais certainement aussi m'associer du coup avec une Clermontoise. Et donc voilà, j'aime bien le côté association dans le marchand de biens, parce qu'il y a le partage des risques, il y a le cerveau collectif, il y a les différents scénarios qu'on peut trouver sur ces biens-là. Il y a le réseau aussi. Donc il y a tout un tas de choses qu'on peut mettre en commun au final. Et puis on peut multiplier les opérations les unes après les autres, sans forcément en faire qu'une seule et être bloqué avec une seule. Je préfère en avoir plusieurs et avoir des parts un petit peu, des petites parts dans plusieurs opérations, que une grosse part dans une seule. Je trouve que c'est sympathique de pouvoir se diversifier aussi dans les opérations de marchand de biens. Et tu dirais pour toi, enfin, c'était une transition naturelle du locatif au marchand, ou est-ce que, enfin, il y a vraiment des trucs qui t'ont aidé, le fait de ton expérience au locatif dans ton activité marchand aujourd'hui? Oui, alors bien sûr le locatif, en fait, comme j'ai énormément visité de biens pour le locatif, rapidement quand on montre un bien sur le marchand de biens, je vois directement ce qui va et ce qui va pas. Enfin, je suis un détecteur en fait. Mon cerveau il scanne il scanne le bien de A à Z. Donc tant au niveau, bien sûr des chiffres, mais aussi au niveau technique, tout ça. Je vais droit au but, quoi. Je sais si ça va le faire ou si ça va pas le faire, parce que tout le locatif m'a permis de me formater sur l'immobilier et tout ça. Donc le locatif a eu un grand aspect bénéfique pour moi, pour me rassurer. Voilà, si je vois une maison et qu'il y a des fissures dans tous les sens, je vais pas y aller. Alors que peut-être que quelqu'un qui est novice va peut-être pas forcément voir ces fissures, parce que il va peut-être, je sais pas moi, plus regarder l'agencement des pièces ou la déco ou le machin, alors qu'il faut regarder le côté structurel avant tout. En tout cas, moi, c'est ce que je regarde avant toute chose, parce que autant l'aspect esthétique, on peut l'améliorer, autant l'aspect structurel, c'est quand même compliqué. Donc le locatif m'a beaucoup aidé sur le marchand. Après, il faut pas non plus se reposer sur ses acquis du locatif, parce que c'est un autre métier. Et il y a tout un tas de choses à apprendre, la TVA. Enfin, il y a vraiment tout un tas de briques qu'il faut comprendre pour faire ce nouveau métier correctement. Et finalement, ta transition de marchand, c'est ce qui t'a donné aujourd'hui ta diversification géographique, quoi, finalement, parce qu'avant, t'étais que sur Clermont, quoi. D'accord. Ouais. Oui, alors attends, parce que je me suis quand même aussi diversifiée. On a acheté un petit bien à Soulac-sur-Mer. Enfin, on est sous compromis. Un petit bien à Soulac-sur-Mer, où je vais du coup me diversifier géographiquement, et je vais faire du Airbnb. Donc je vais le déléguer à une conciergerie. Donc pour moi, c'est tout un tas de choses aussi nouvelles dans le locatif, mais bon, ça devrait bien se passer.
Donc je commence à me diversifier à peine géographiquement sur le locatif. Mais c'est vrai que le marchand, je me suis diversifiée. Et alors, je me suis diversifiée aussi d'une autre manière via Green Bull, parce que j'ai investi du coup sur Invest Dubaï, qui est un projet en fait de Green Bull, qui est du marchand de biens. Donc j'ai investi sur du marchand de biens à Dubaï. Donc tu vois, je me suis encore diversifiée effectivement grâce au marchand de biens. Quels sont tes projets avec tout ça maintenant, hein, si on regarde un petit peu dans l'avenir? Alors mes projets, j'en ai plein parce que comme je pense que tu as pu le remarquer, on a fait pas mal de bons au fur et à mesure donc j'ai des projets à 40 ans. J'en ai que malheureusement je peux pas te dévoiler parce que il y a plusieurs scénarios qui sont en route et qu'on n'a pas pris la décision finale de tel ou tel scénario qu'on va prendre. L'immobilier fera toujours partie de ma vie, le locatif aussi, le marchand de biens certainement. À 40 ans, tu veux dire quand tu as 40 ans ou dans les 40 prochaines années, quoi? Non, quand j'aurai 40 ans. Ah, Je vois pas aussi loin. Je vois pas aussi loin. Là, j'en ai 39. Et non. Je vois pas aussi loin. 80 ans, j'espère que j'aurais fait encore plein de choses, mais peut-être pas tout ça. Enfin, différemment. Du coup, voilà, on a plusieurs scénarios, donc d'ici un an et demi. C'est pas encore défini à 100%, donc je pourrais pas t'en dire plus. Mais bon, il y a plein de choses dans les tuyaux, bien évidemment, pour pouvoir continuer. Et il y aura certainement une part de voyage qui sera inclus beaucoup plus qu'aujourd'hui, parce que c'est une de mes passions. Et autant l'an dernier, on a pu partir 3 semaines en backpack avec mes enfants en Thaïlande. C'était la première fois qu'on pouvait faire ça, notamment avec la grande. Et j'ai envie d'inclure un petit peu plus ça. Donc voilà, il y a des scénarios qui vont se dessiner. Rien n'est arrêté à ce jour, donc c'est pour ça que je peux pas te dire le plan, c'est ça. Mais il y aura des jolies choses en tout cas qui je le souhaite vont nous arriver assez rapidement. Mais on continuera de toute façon toujours les business IMO parce que ça me plaît et que ce sera toujours, je pense, un fil conducteur. J'imagine en t'écoutant aussi, tu t'arrives. Enfin, comme le but c'est prendre, et tu l'as dit au début, c'est prendre du temps pour la famille, d'avoir un meilleur équilibre. C'est vrai qu'il arrive un moment où même quand l'envie d'entreprendre et toujours des projets, ça nourrit en fait la passion et c'est ça qui nous fait vivre. Mais il y a aussi, faut pas oublier non plus pourquoi on le fait, le fameux pourquoi. Et si on se donne jamais le temps justement de profiter un petit peu, d'avoir cet équilibre qu'on a construit à la base, finalement ça sert un petit peu à rien. Donc peut-être que tu en arrives aussi à ce niveau-là de dire voilà, peut-être dans l'équilibre il faut réajuster sur si tu peux, quoi, parce que des fois on peut. Absolument, non, mais c'est sûr, faut jamais oublier son pourquoi du début. Et mon pourquoi du début, c'était d'avoir une famille épanouie avec laquelle je peux passer du temps. C'est pour ça que je me suis arrêtée psychologiquement à 60 lots en locatif, parce que clairement j'aurais pu aller beaucoup plus loin, mais j'ai pas voulu. Le marchand de biens, en fait, si tu veux, c'est des opérations. Donc il y a des jours où je vais bosser à fond dessus, mais peut-être pendant 2 ou 3 semaines je vais rien faire dessus. Donc ça reste quand même du projet, donc je peux le gérer en même temps. Le coach, parce que je suis aussi coach chez Green Bull, c'est de l'investissement aussi en temps, hein. Mais c'est le fait aussi de partager l'expérience et tout ça. Et je pense que c'est aussi un joli retour à faire à Green Bull, parce que clairement sans Green Bull j'aurais jamais pu faire tout ce que j'ai fait aujourd'hui et j'en serais jamais là. Donc c'est une casquette que je veux conserver aussi pour le moment. Donc aujourd'hui tout est assez bien imbriqué dans ma vie. Il y a des moments de rush bien sûr, mais il y a aussi des moments un peu plus calmes où comme je te disais, voilà, l'été dernier on a pu passer 3 semaines en Thaïlande en mode backpack avec les petits. Et c'était un moment 100% famille, même si le fait d'avoir des business, tu bosses toujours quand même minimum une demi-heure par jour, 1 heure, parce que tu checkes qu'il y ait pas de soucis ou tu réponds à des choses. Mais je pense que les deux aujourd'hui sont compatibles pour moi. Il y a des moments de rush et il y a des moments plus calmes. Le fait d'avoir boosté et acheté massivement et fait beaucoup de travaux aussi massivement, ça me permet aussi d'avoir aujourd'hui beaucoup plus de temps, parce qu'au final aujourd'hui j'ai que la gestion de mes locataires. J'ai moins de gros projets comme j'ai pu avoir à un moment donné. Le coup de collier on l'a donné avant et aujourd'hui ça me permet d'avoir un peu plus de temps qualitatif et ne pas oublier mes enfants. Et du coup j'ai la chance aussi d'être très bien accompagnée avec mon conjoint. Je salue parce qu'il écoutera ce podcast. Je pense que l'entourage, on en parlait tout à l'heure, mais voilà, le fait d'avoir la bonne personne avec soi et qui prend aussi
part importante dans la famille. Aujourd'hui, on est à 50-50 dans tout ce qui est la maison, tout ça. Enfin voilà, il est aussi très investi, aussi investi que moi. Enfin, je veux dire, je suis pas 100% sur le business, il fait tout à la maison. Non, on a essayé de créer un équilibre pour que justement, ils partent pas en courant aussi, parce que c'est pas le but. Voilà, mais je pense que tout peut s'imbriquer. Par contre, le gros coup de collier, je l'ai donné à un moment donné. Je pense le moment où il fallait pour pouvoir me permettre aujourd'hui d'avoir un petit peu plus de liberté et aujourd'hui de gérer mon planning comme j'ai envie. Alors oui, j'ai un planning qui est chargé suivant les semaines, mais c'est un planning qui est choisi. Et si je veux passer du temps avec mes enfants, je peux décaler des choses. Je peux, voilà. Donc pour l'instant, ça va. Le jour où je verrai que ce sera peut-être un petit peu trop, j'arrêterai peut-être quelque chose pour donner plus d'oxygène. En fait, comme j'ai plusieurs casquettes, tout est un peu modulable. Et ça, c'est un vrai avantage où je peux déléguer certaines parties. Le fait d'avoir plusieurs sources de revenus, ça permet à un moment donné, de peut-être baisser un temps sur une activité pour d'ajuster en fait. Et c'est une vraie chance de pouvoir faire ça. Les ressources que avec lesquelles tu vis aujourd'hui, tu dirais que c'est plus finalement sur le locatif et le marchand, en fait, enfin, en ayant alloué du capital pour faire du marchand, parce que c'est consommateur de cash, le marchand évidemment. Mais tu dirais que tu vis plus sur l'activité locative que tu as générée depuis toutes ces années, et ça te donne un petit peu une aisance entre guillemets, en tout cas de voir venir pour pouvoir vivre correctement. Au bout de 5-6 ans de locatif, j'imagine c'est là où tu dois en être, non? Oui. J'ai 4 sources de revenus différentes. La principale, c'est le locatif, effectivement, où du coup, je suis salariée de ma société. J'ai aussi investi beaucoup j'ai pas mal sorti des marchés, mais j'ai aussi investi donc tout ce qui est bourse. J'ai été sur les cryptos aussi, donc le crowdfunding. Donc j'ai des investissements passifs là-dessus aussi. J'ai aussi la source de revenus du coaching, donc chez Green Bull. Et puis le marchand de biens, du coup, quand il y a des opérations qui sortent, potentiellement, je peux prendre un salaire dessus. Aujourd'hui, c'est pas ce que je fais parce qu'on réinvestit tout, mais potentiellement, je pourrais, si j'avais envie, récupérer du salaire ou des dividendes sur des sociétés de marchands de biens. Ouais, parce que c'est vrai que tu as commencé il y a 1 an en marchand à peu près, hein, donc c'est encore la phase d'investissement quoi sur cette activité-là. Donc Ouais, tout à fait. Mais bon, on avait fait une opération avant, voilà, où on avait une jolie plus-value, une jolie marge. On aurait pu prendre une année de salaire clairement l'une et l'autre dessus quoi. Mais c'était pas l'idée. Il y a des aménagements que tu as fait, enfin tu parlais justement de femmes de ménage, tout ça. Il y a des aménagements que tu as fait avec les enfants aussi, en termes de, tu vois, de scolarité. Là c'est purement pour moi que je pose la question. Oui. Oui, alors au début, je m'étais dit je vais prendre tous les mercredis juste pour eux. Et puis donc quand ils étaient tout petits, donc je le faisais, hein, je prenais le mercredi matin, je les emmenais faire des activités. On était que tous les trois parce que mon conjoint du coup bossait. Et puis au bout d'un moment, donc on faisait pas mal d'activités, donc je les emmenais dans les fermes pédagogiques, enfin tout un tas de choses. Et vraiment, je voulais prendre ce temps avec eux, c'était important pour moi. Et après, c'est vrai que mes enfants, je veux qu'ils aient un côté international, donc je les ai inscrits du coup le mercredi matin au Petit Bilingue, qui est donc une école où il y a des gens qui sont natifs anglophones. Et pendant 3 heures, du coup, ils sont en immersion complète avec eux. Donc du coup, j'ai pu ce mercredi matin avec eux, mais par contre, je sais que leur cerveau est en train d'emmagasiner de l'anglais. Et je veux pas en faire des purs auvergnats en fait. J'ai rien contre l'Auvergne, j'adore l'Auvergne et c'est super. Mais j'ai envie vraiment voilà qu'ils aient cette possibilité de se dire, tu sais, dans l'éducation, tu dis toujours, ok, qu'est-ce que je veux transmettre à mes enfants? Moi, je veux qu'ils soient débrouillards, je veux qu'ils soient mondial, je veux qu'ils soient heureux aussi, bien sûr, mais qu'ils aient tout ce panel. Donc voilà, je les ai inscrits au Petit Bilingue. On fait pas mal d'activités les week-ends. Et d'ailleurs, je pense que tous les matins, quand ils viennent nous voir, parce qu'ils nous lèvent tôt, hein, ils nous lèvent entre 6h et 6h30, et que c'est le week-end, par exemple, ils nous disent, OK, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Donc il y a tout le temps, voilà. Donc, ouais, faut trouver, quoi. Ouais, oui. Donc là, tu vois, on va faire plein d'activités, mais des petits moments avec eux, de la cuisine, du vélo, des machins. On prend vraiment ce temps avec eux. J'essaye toujours au maximum de couper un peu mon téléphone parce que c'est un peu, c'est un vrai avantage, mais c'est aussi un vrai inconvénient le téléphone parce que t'es tenté de répondre à plein de choses, mais je le fais pas. Super, écoute, on arrive un petit peu sur la fin là, de cette conversation. On a un peu débordé l'heure d'enregistrement. On a couvert énormément de choses. Peut-être pour terminer, est-ce qu'il y a des ressources? Alors,
dans ton parcours, ce qui est intéressant, c'est vraiment l'IMO, l'entrepreneuriat, la famille, l'organisation. Est-ce qu'il y a des life hacks, tu vois, comme on dit, en plus de ce que tu nous as déjà donné, qui t'aident beaucoup dans ton quotidien, peut-être des ressources, que ce soit IMO ou organisation, ou enfin tout ce qui t'aide dans ton quotidien, quoi. Oui, alors des life hacks, c'est peut-être plus des conseils parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui osent pas, Et c'est bête de pas oser parce qu'on se dit je suis trop ou je suis pas assez ou je suis machin. Faut arrêter de. Moi, je sais qu'à chaque période de ma vie, je me suis pas dit est-ce que je suis capable de. Je me suis dit comment je vais faire pour. Et je pense que là c'est peut-être du mindset hack de focaliser son cerveau sur le fait de se dire dans tous les cas je vais le faire, je vais mettre tout en place pour y arriver. Comment je fais pour le plan d'action plutôt que se dire plutôt que de se trouver tout un tas d'excuses pour ne pas faire. Je pense que c'est important et d'avoir confiance en soi. Au pire, vous vous trompez, vous réajustez. Au mieux, c'est un succès et vous allez vouloir continuer. Donc, faut arrêter de se faire des nœuds au cerveau et faut être dans l'action quotidienne. Après, un life hack, moi, les déclics, ça a été bien évidemment de me former, de m'entourer aussi des bonnes personnes. Parce que l'entourage, encore une fois, c'est hyper important. Si vous avez autour de vous que des personnes qui sont négatives et qui vous disent tu vas pas y arriver, ou alors non, fais surtout pas ça parce qu'il y a ça, vous allez forcément les écouter d'une manière ou d'une autre et vous ferez pas les choses. Donc écoutez-vous, vous. Alors je parle, je te vous vois, mais c'est plus à ton audience, hein, bien évidemment. Je pense qu'il faut s'écouter. Si on a envie de faire quelque chose, il faut le tester. Ce sera jamais parfait. C'est pareil, la perfection, ça n'existe pas. Donc il faut y aller, faut tester, réajuster et se challenger un petit peu, je pense, pour pouvoir enlever un peu toutes ces barrières qu'on peut avoir dans son cerveau, qu'on nous a mis de par notre enfance ou qu'on nous a mis de par notre culture. Enfin, il y a tout un tas de choses. Faut y aller, peu importe l'âge. Ça aussi, c'est pareil. Il y a beaucoup de limites, de croyances limitantes. Je suis trop vieux, je suis trop jeune, je suis une femme, je suis machin. Faut enlever tout ça de sa tête et puis mener le chemin en fait qu'on a envie de faire pour soi et pour sa famille. Super. Merci beaucoup pour tout ça, Isis. Est-ce qu'il y a un endroit peut-être, est-ce que les gens peuvent te retrouver? Est-ce que tu acceptes que les gens te retrouvent et quel serait le canal désigné pour ça en fait? Oui. Alors, j'ai un compte Insta. C'est Isis Labimo, donc vous pouvez vous regarder ça. Et puis en fait, je raconte surtout les coulisses un peu de la maman investisseur. Enfin, je raconte pas parce que je me mets très peu en face caméra. J'ai du mal avec ça. Mais c'est vrai que je vais plus montrer des actions quotidiennes. Donc hier par exemple, je postais 4 visites qu'on avait fait avec mon associé. Donc c'est plus des actions pour tout simplement vous pousser vous aussi à l'action en vous disant ok elle y arrive, pourquoi pas moi en fait et voilà. Donc c'est plus là-dessus que en tout cas j'axe mes communications. Et puis des fois je poste rien parce que j'ai pas le temps ou pas voilà. Mais bon en gros je suis là-dessus. Et puis voilà, pour toute question, bien évidemment, je pourrais répondre aux différentes questions. N'hésitez pas. Voilà. Super. Merci beaucoup d'avoir sauté le pas et de nous avoir partagé tout ça aujourd'hui sur ce podcast. C'était vraiment super cool. Avec plaisir. C'était mon premier podcast, donc un peu le baptême du feu c'était toi. Je t'avoue que c'est pas. Mais c'était très à l'aise avec toi, donc c'est très bien. Merci à toi. Bon super. Je te remercie, Isis. À très bientôt. À bientôt. Salut. Ciao. Salut. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu et fait-toi un investisseur un peu mieux informé. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast avec ton entourage et à lui mettre une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Podchaser. Ça permet de le faire monter dans les classements et de me donner la motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu. Voilà, merci beaucoup encore pour ton soutien et une très bonne fin de semaine à toi. Ciao.